La nuit de Noël 1914, sur le front occidental, alors que l'Europe entière était enfermée dans une guerre qui semblait ne jamais devoir s'arrêter, un événement se produisit en France, dans les tranchées glacées, sans ordre officiel, sans décision stratégique et surtout sans l'autorisation des états-majors. Depuis des mois, les soldats français vivaient enfouis sous la terre, prisonniers d'un réseau de tranchées creusées à la hâte, transformés avec le temps en véritables tombeaux de boue, de froid et de peur. Chaque jour se ressemblait, chaque nuit effaçait des noms. La mort était devenue banale. La guerre n'était plus une succession de batailles héroïques, mais une mécanique absurde, répétitive, où l'on bombardait sans avancer, où l'on attaquait sans gagner, et où survivre relevait davantage du hasard que du courage ou de la discipline. Dans ce monde déshumanisé, le bruit était constant. Le tonnerre de l'artillerie, le claquement sec des fusils, les cris étouffés des blessés abandonnés entre les lignes. Puis, cette nuit-là, quelque chose se brisa. Les canons se turent. Les tirs cessèrent progressivement. Et le front, habitué à la violence ininterrompue, fut plongé dans un silence lourd, presque oppressant, un silence si inhabituel qu'il provoqua immédiatement la méfiance. Dans les tranchées françaises, les soldats restèrent immobiles, le corps tendu, l'arme serrée contre eux. À la guerre, le silence est souvent plus dangereux que le bruit. Il annonce un piège, ou une attaque imminente. Les minutes passèrent, puis les heures, rien. Aucun assaut, aucune explosion, aucun ordre venu de l'arrière. C'est alors qu'au-delà du No Man's Land, cette zone maudite où la mort avait pris possession de chaque mètre de terrain, une voix s'éleva lentement dans l'obscurité hivernale, portée par l'air glacé de décembre. Ce n'était pas un cri de défi, ce n'était pas un ordre militaire, c'était un chant de Noël. Une mélodie simple, hésitante, presque fragile, chantée par des soldats allemands tout aussi épuisés, tout aussi affamés et tout aussi prisonniers de cette guerre que ceux qui l'écoutaient depuis les tranchées françaises. Pendant un instant, les hommes crurent à une illusion. La fatigue, le froid et la peur savaient jouer des tours cruels, mais le chant continua. Les soldats de Français restèrent figés, incapables de comprendre s'ils étaient témoins d'une ruse ennemie soigneusement préparée ou de quelque chose de bien plus dangereux qu'une attaque. Car entendre l'ennemi chanter, c'était reconnaître son humanité. Aucun clairon ne sonna, aucune trêve ne fut proclamée. Les états-majors, loin du front, ignoraient encore que leurs soldats étaient en train de commettre ce que beaucoup considéreraient plus tard comme une faute impardonnable. Cette nuit-là, sans traité, sans signature et sans garantie de survie, des hommes cessèrent volontairement de tirer. Pas par naïveté, pas par héroïsme, mais parce que, pour quelques heures seulement, la guerre perdit tout sens. Ce moment ne devait pas durer, il ne devait pas être encouragé, et surtout il ne devait jamais devenir un exemple. Car si les soldats pouvaient s'arrêter une nuit, alors une question insupportable surgissait. Pourquoi se battaient-ils le reste du temps ? C'est pour cette raison que cette nuit de Noël fut plus tard minimisée, contestée, parfois même niée, reléguée à la frontière floue entre la légende et la réalité. Mais avant que les ordres ne soient rétablis, avant que la violence ne reprenne sa place et que le sang ne recommence à couler, cette nuit laissa une trace indélébile dans la mémoire de ceux qui l'avaient vécue. Une nuit où, pendant quelques heures seulement, la guerre s'était arrêtée et où le doute était né. Au début, personne n'osa accepter ce qui était en train de se produire. Dans les tranchées françaises, les soldats restaient immobiles, tassés contre les parois boueuses, observant l'obscurité avec une méfiance presque instinctive, car la guerre leur avait appris qu'aucun silence, aucun geste inhabituel n'était jamais innocent. Le chant continuait pourtant. Il venait clairement des lignes allemandes. Il était audible, régulier, et surtout, il n'était suivi d'aucun tir. Les officiers subalternes hésitaient. Intervenir signifiait provoquer immédiatement une réaction en chaîne incontrôlable. Laisser faire, c'était accepter une situation strictement interdite par les règlements militaires. Les soldats, eux, attendaient. Certains murmuraient des prières à voix basse. D'autres serrèrent leurs fusils, le doigt crispé sur la détente, prêts à tirer au moindre mouvement suspect. Tous savaient qu'un seul coup de feu suffirait à transformer cette nuit étrange en bain de sang. Puis, lentement, presque comme s'il craignait lui-même d'exister, une silhouette apparut dans le No Man's Land. Un homme, seul, debout. Il ne courait pas, il n'avançait pas vite. Il marchait. Les fusils se levèrent instantanément dans les tranchées françaises. Les respirations se figèrent, le temps sembla se contracter autour de cette forme humaine exposée à découvert. Un seul ordre aurait suffi, un seul tir. Mais rien ne vint.
L'homme leva légèrement les mains, montrant qu'il ne portait aucune arme visible. Il avançait pas à pas, conscient que chaque mouvement pouvait être le dernier, conscient aussi que reculer serait peut-être encore plus dangereux. Derrière lui, d'autres silhouettes commencèrent à émerger de l'ombre, hésitantes, fragmentées par la brume glaciale, comme si la nuit elle-même tentait de les dissimuler. Était-ce une ruse savamment préparée? Un sacrifice destiné à attirer le feu ennemi? Ou un acte de désespoir né de mois passés à attendre la mort dans la boue? Personne ne pouvait le savoir. Personne ne pouvait le savoir. Dans les tranchées françaises, certains soldats commencèrent à se redresser lentement, attirés malgré eux par cette scène irréelle. Le no man's land, habituellement saturé de cadavres, de cratères et de barbelés, devenait un espace silencieux où deux camps ennemis se faisaient face sans tirer. Pas encore. Les premiers échanges furent maladroits. Des mots simples, criés à travers la distance. Des phrases mal prononcées. Des gestes hésitants, presque enfantins. Un soldat allemand sortit une cigarette de sa poche et la leva lentement. Un Français répondit par un signe de tête prudent. Ce fut suffisant. Lentement, avec une extrême précaution, des hommes des deux côtés quittèrent leurs tranchées. Chaque pas vers l'avant était une transgression. Chaque regard échangé pouvait être le dernier. Il n'y eut ni drapeau blanc, ni protocole, ni médiateur officiel. Seulement une compréhension tacite. Tant que personne ne tirait, la nuit tiendrait. Des mains se serrèrent. Des cigarettes furent échangées. Des briquets s'allumèrent dans l'obscurité, révélant des visages fatigués, sales, méconnaissables, mais étrangement semblables. Quelques rires nerveux éclatèrent, immédiatement étouffés, comme si même la joie risquait de provoquer une réaction violente. Certains parlèrent de leur famille. D'autres évoquèrent leur village, leur métier d'avant la guerre, une vie qui semblait désormais appartenir à un autre monde. Beaucoup restèrent silencieux, car ce qui se produisait dépassait les mots. Ils savaient tous que cet instant était interdit. Les règlements militaires étaient informels. Toute fraternisation avec l'ennemi constituait une faute grave, assimilée à une trahison. Mais cette nuit-là, les règlements semblaient lointains, presque absurdes. Pourtant, derrière cette apparente accalmie, une tension permanente subsistait. Personne n'oubliait réellement où il se trouvait. Personne n'abaissait complètement sa garde. Les officiers observèrent de loin, partagés entre l'horreur de la situation et l'impossibilité de l'arrêter sans provoquer un massacre immédiat. Et au fond de chaque esprit planait la même certitude. Au lever du jour, tout cela devrait cesser, car si cette nuit se prolongeait, si cet instant se répétait, alors la guerre elle-même risquait de perdre toute justification. Et cela, les états-majors ne le pardonneraient jamais. Avec le recul, cette nuit de Noël 1914 cessa d'être un simple événement vécu par quelques soldats perdus dans la boue pour devenir un récit instable, fragile, oscillant entre témoignages authentiques et légendes collectives. Ce qui s'était produit dans l'obscurité du front occidental ne resta pas figé. Il fut raconté, puis répété, puis transformé. Très rapidement, deux versions commencèrent à coexister. La première, sobre, presque prudente, parlait d'un silence inhabituel, de chants échangés entre les lignes, de quelques gestes simples, presque maladroits. Du tabac au feu, un morceau de pain partagé. Quelques mots prononcés dans un mélange approximatif de langues. Rien de spectaculaire, rien de glorieux. La seconde version, en revanche, devint bien plus puissante. Elle évoquait des soldats lents sortant massivement de leurs tranchées, des rires nerveux résonnant dans la nuit, des chants entonnés ensemble, et surtout une scène devenue mythique, un match de football improvisé au milieu du no man's land. Selon ces récits, un ballon aurait été trouvé. Les armes auraient été déposées. Et pendant quelques minutes, Français, Allemands, parfois même Britanniques, auraient couru ensemble, oubliant la guerre, la boue et la mort. Une image parfaite, peut-être trop parfaite, car très vite, des doutes apparurent. Aucun rapport officiel ne mentionnait un tel match. Aucune photographie claire ne venait confirmer la scène. Et les témoignages directs restaient vagues, parfois contradictoires. Certains soldats parlaient simplement d'un ballon. D'autres affirmaient n'avoir jamais vu qu'un échange de chants et de cigarettes. Beaucoup n'évoquaient rien de précis, comme si les mots manquaient pour décrire ce qu'ils avaient réellement ressenti. Les lettres envoyées aux familles, lorsqu'elles n'étaient pas censurées, révélèrent surtout un malaise. Elles parlaient d'une nuit étrange, d'un ennemi devenu soudain trop semblable, d'un sentiment troublant, difficile à expliquer sans se trahir soi-même. Car écrire la vérité pouvait être dangereux. À mesure que les jours passaient,
les états-majors commencèrent à comprendre l'ampleur du problème. Non pas ce qui s'était réellement produit, mais ce que cela pouvait représenter. Cette nuit n'était pas une victoire ennemie. Ce n'était pas une défaite non plus. C'était pire. C'était une fissure dans le récit officiel de la guerre. Si les soldats avaient pu fraterniser, même brièvement, alors l'image de l'ennemi absolu s'effondrait, et avec elle, la nécessité morale de continuer à tuer. C'est à ce moment-là que les témoignages commencèrent à être filtrés, réécrits, atténués. Certains officiers minimisèrent l'événement, le réduisant à des chants isolés, sans conséquence. D'autres allèrent plus loin et nièrent presque entièrement toute fraternisation. La trêve devint une rumeur. Le football, une exagération romantique. Le reste, une illusion née de l'épuisement. Mais sur le terrain, ceux qui avaient vécu cette nuit savaient en fait que la vérité ne se mesurait pas à la présence ou non d'un ballon. Le simple fait de ne pas tirer, de regarder l'ennemi sans haine, d'échanger un geste sans violence, cela suffisait, et c'était précisément ce qui rendait cette nuit si dangereuse. Alors l'histoire officielle fit un choix. Ne pas effacer totalement l'événement, ce qui aurait suscité trop de questions, mais le diluer, le transformer en une légende floue, émouvante mais inoffensive, un symbole sans conséquence, un miracle isolé, sans lendemain. Car si l'on admettait pleinement ce qui s'était passé cette nuit-là, une question insupportable s'imposerait. Si les soldats avaient pu s'arrêter une nuit, pourquoi la guerre avait-elle repris le lendemain ? Lorsque le jour se leva sur le front occidental, la guerre revint avec lui. La lumière grise du matin révéla ce que la nuit avait momentanément dissimulé, les tranchées, les cadavres figés par le froid, les barbelés tordus et cette ligne invisible qui séparait à nouveau les ennemis. Mais quelque chose avait changé. Dans les états-majors, loin du front, les premières informations commencèrent à remonter. Des rapports incomplets, des témoignages confus, des rumeurs impossibles à ignorer. Des soldats n'avaient pas tiré. Des ennemis s'étaient en parlé. Pire encore, ils s'étaient reconnus comme des hommes. Pour les commandants, ce fut un choc. Non pas parce que l'ennemi avait gagné du terrain, mais parce que l'autorité avait vacillé. La guerre reposait sur une idée simple, obéir sans questionner, tirer sans regarder, avancer sans comprendre. Et cette nuit-là avait brisé cette mécanique. Les ordres tombèrent rapidement. Sexe, sans appel. Toute forme de fraternisation serait désormais considérée comme une trahison. Les sanctions seraient exemplaires. Les officiers seraient tenus pour responsables du moindre relâchement. Dans certaines unités, des soldats furent menacés de cour martiale. D'autres furent déplacés d'urgence vers des secteurs plus violents, comme pour effacer toute trace de cette nuit dangereuse. Car il fallait rétablir une chose avant tout, la peur. Les soldats devaient à nouveau craindre l'ennemi, mais aussi leurs propres supérieurs. Sur le terrain, les conséquences furent immédiates. Les consignes changèrent. Les patrouilles furent renforcées. Les tirs de harcèlement devinrent systématiques, même sans objectif clair. Il ne fallait plus laisser place au silence. Certains officiers ordonnèrent tout de même de tirer volontairement au-dessus des tranchées ennemies, non pour toucher, mais pour rappeler que la guerre n'était pas terminée, que toute hésitation serait écrasée par le bruit des armes. Dans les jours qui suivirent Noël, les bombardements s'intensifièrent. L'artillerie frappa plus longtemps, plus forte, parfois sans justification tactique évidente. Ce n'était plus seulement une guerre contre l'ennemi, c'était une guerre contre le souvenir. Les soldats, eux, obéissaient, mais quelque chose s'était fissuré. Ils tiraient à nouveau, ils chargeaient, ils mouraient. Mais beaucoup n'oubliaient pas. Ils se souvenaient des visages, des voix, des gestes échangés dans la nuit, et chaque tir semblait désormais plus lourd. C'est pour cette raison que, dans certains secteurs, la violence devint presque excessive, comme si l'on cherchait à noyer le doute dans le sang, à écraser l'humanité sous le fracas des obus. Les états-majors avaient compris une chose essentielle. Le plus grand danger n'était pas la désobéissance ouverte, mais la compréhension silencieuse. Si les soldats comprenaient qu'ils partageaient la même peur, la même fatigue, la même condition humaine que l'ennemi, alors la guerre perdait sa justification morale. Alors il fallut reconstruire l'image du monstre. Les discours changèrent. L'ennemi fut à nouveau décrit comme cruel, barbare, inhumain. Les récits de la nuit de Noël furent ridiculisés, minimisés ou présentés comme des faiblesses honteuses. Et ainsi la guerre reprit, plus violente, plus froide, plus déterminée à ne laisser aucune place au doute. Mais sous la boue, sous le bruit, sous les ordres hurlés, quelque chose continuait de hanter les esprits. La certitude que pendant une nuit, ils avaient cessé d'être des ennemis,
et que cette vérité, une fois entrevue, ne pourrait jamais être totalement effacée. Après la nuit de Noël, les conséquences ne tombèrent pas comme un coup de tonnerre. Elles s'installèrent lentement, presque invisiblement, comme une maladie que l'on refuse d'annoncer mais qui progresse malgré tout. Officiellement, rien ne s'était passé. Aucune note écrite, aucun communiqué, aucune sanction publique. Mais sur le front, les soldats comprirent rapidement que quelque chose avait changé. Dans certaines unités, mais des hommes furent convoqués à l'aube. Pas devant un tribunal, pas devant leurs camarades, mais dans des abris isolés, face à des officiers au regard froid, posant des questions simples, répétitives, presque banales. Qui avait quitté la tranchée? Qui avait parlé avec l'ennemi? Qui avait chanté? Qui avait serré une main? Les réponses importaient moins que le rappel implicite. Ils avaient franchi une limite. Très vite, les premières mesures tombèrent. Des soldats furent déplacés sans explication vers d'autres secteurs du front, souvent parmi les plus exposés, là où l'espérance de vie se comptait en jours. Officiellement, il s'agissait de besoins tactiques. En réalité, c'était une forme de bannissement. Ces transferts avaient un objectif précis, briser les liens, détruire les souvenirs partagés, empêcher toute reconstruction collective de cette nuit dangereuse. Certains furent intégrés à des unités disciplinaires, connues pour leur mission suicidaire. D'autres furent affectés à des corvées incessantes sous le feu ennemi. Quelques-uns disparurent simplement dans la masse des pertes, sans que leur nom ne soit jamais relié à ce qu'ils avaient vécu. Pour les états-majors, la discrétion était essentielle. Une punition trop visible aurait attiré l'attention. Il fallait corriger sans provoquer de questions, effacer sans expliquer. Les soldats comprirent le message. Parler de la nuit de Noël devenait risqué. Écrire à sa famille devenait dangereux. Se souvenir à voix haute devenait une faute. Les lettres furent raccourcies. Les phrases soigneusement pesées. Les mots les plus simples remplacèrent les émotions. La censure militaire faisait son œuvre. Mais même le silence ne suffisait pas toujours. Car certains hommes ne pouvaient pas oublier. Ils avaient vu l'ennemi de trop près. Ils avaient entendu sa voix. Ils avaient reconnu la même fatigue, la même peur, la même humanité. Et cette connaissance était considérée comme une menace. Les états-majors le savaient. Un soldat qui doute est plus dangereux qu'un soldat qui désobéit ouvertement. Alors les témoins furent dispersés, séparés les uns des autres, envoyés dans des unités différentes, sur des fronts différents, parfois dans des pays différents. La mémoire collective fut fragmentée. La nuit de Noël cessa d'être un événement partagé. Elle devint un souvenir individuel, isolé, fragile, facile à remettre en question. Avec le temps, certains commencèrent à douter d'eux-mêmes. Avait-ce vraiment eu lieu? Ou n'était-ce qu'un rêve né du froid, de l'épuisement et de la peur? C'était précisément l'effet recherché. Car un souvenir incertain est un souvenir inoffensif. Pendant ce temps, la guerre continuait. Les attaques se succédaient. Les pertes augmentaient. Et ceux qui avaient vécu cette nuit étrange mouraient, les uns après les autres, souvent sans avoir jamais raconté ce qu'ils avaient vu. Ainsi, sans procès, sans verdict et sans archives claires, les témoins de la trêve furent peu à peu effacés, non par la violence immédiate, mais par l'usure, par l'isolement, par la mort ordinaire de la guerre. Et pendant que les hommes disparaissaient, le silence lui restait. Après la dispersion des témoins et le rétablissement de l'autorité, une nouvelle phase de la guerre s'installa sur le front occidental. Une phase plus dure, plus froide, plus délibérée. Les états-majors avaient compris qu'il ne suffisait pas de punir. Il fallait effacer jusqu'à la possibilité même d'une répétition. Pour cela, une seule solution existait, la violence. Dans les jours qui suivirent la trêve de Noël, les ordres changèrent subtilement, mais profondément. Les bombardements devinrent plus longs, les attaques plus fréquentes. Les périodes de repos furent réduites. Il ne fallait plus laisser de place au silence, ni au doute, ni au souvenir. Dans certains secteurs, des assauts furent lancés sans réel objectif stratégique, pas pour conquérir du terrain, mais pour rappeler une chose essentielle, la guerre était toujours là, implacable, indiscutable. Les soldats comprirent rapidement que ces attaques n'étaient pas ordinaires. Elles semblaient presque punitives, comme si l'on cherchait à faire payer quelque chose, comme si la nuit de Noël devait être compensée par davantage de sang. Les pertes augmentèrent brutalement. Des hommes qui, quelques jours plus tôt, m'avaient partagé une cigarette avec l'ennemi, se retrouvèrent face à des tirs d'artillerie incessants, à des vagues d'assaut meurtrières, à des ordres qui ne laissaient aucune marge d'hésitation. Il fallait tuer vite, tirer sans réfléchir, avancer sans regarder.
car réfléchir était devenu dangereux. Pour beaucoup de soldats, le choc psychologique fut immense. La nuit de Noël avait fissuré quelque chose. Les jours qui suivirent achevèrent de briser ce qui restait. Comment tirer sur un homme dont on avait entendu la voix? Comment charger une tranchée où l'on avait vu un visage humain? Certains y parvinrent, par automatisme, par fatigue, par peur des sanctions. D'autres non. Les témoignages parlent d'hésitation fatale, de tirs volontairement imprécis, de regards détournés au moment décisif. Et ces hésitations coûtaient cher. Les officiers ne toléraient plus la moindre faiblesse. La discipline devint brutale. Les ordres absolus. Tout signe de doute était interprété comme une menace pour l'ensemble de l'unité. Ainsi, la violence ne servait plus seulement à combattre l'ennemi, elle servait à reconstruire la haine. Chaque bombardement, chaque charge, chaque corps laissé dans la boue avait une fonction précise, effacer le souvenir de cette nuit où la guerre s'était arrêtée. Dans certains secteurs, les soldats furent délibérément maintenus en état d'épuisement constant. Moins de sommeil, plus de patrouilles, plus de feu. Car un homme épuisé ne pense pas. Il obéit. Peu à peu, le front retrouva son visage habituel. La boue, le bruit, la mort quotidienne. Mais sous cette apparente normalité, quelque chose restait brisé. Les soldats tiraient à nouveau. Ils tuaient. Ils mouraient. Mais pour beaucoup, la guerre avait perdu sa justification morale. Elle n'était plus une nécessité. Elle était devenue une punition. Et chaque attaque semblait répondre à une question silencieuse, jamais posée à voix haute. Pourquoi avions-nous arrêté de tirer cette nuit-là, si c'était pour tuer encore plus violemment après? Ceux qui avaient survécu à la nuit de Noël ne le savaient pas encore, mais pour beaucoup d'entre eux, cette parenthèse d'humanité avait signé leur arrêt de mort. Dans les jours qui suivirent, la guerre sembla se refermer sur eux avec une brutalité accrue, presque ciblée. Les unités ayant connu la trêve furent engagées sans interruption, comme si l'on refusait de leur laisser le temps de penser, de se souvenir ou de douter. Les périodes de repos furent supprimées. Les relèves retardées. Les hommes restaient en première ligne jusqu'à l'épuisement. Ils dormaient par fragments. Ils mangeaient mécaniquement. Leurs corps avançaient, mais leurs esprits restaient figés sur cette nuit irréelle où les armes s'étaient tues. Car quelque chose avait changé en eux. Ceux qui avaient vu l'ennemi de près ne pouvaient plus l'imaginer uniquement comme une cible. Ils se souvenaient des voix, des regards, des gestes maladroits d'hommes aussi perdus qu'eux. Et cette mémoire était un handicap mortel. Lors des assauts suivants, certains hésitèrent. Pas longtemps. Une fraction de seconde à peine. Mais sur le front, une fraction de seconde suffisait pour mourir. Des soldats tombèrent lors de charges inutiles, fauchés par des mitrailleuses qu'ils n'avaient pas eu la force morale d'affronter sans réfléchir. D'autres furent ensevelis sous des bombardements interminables, envoyés dans des secteurs volontairement martelés par l'artillerie. Les rapports officiels parlaient de pertes normales, d'accidents de combat, de malchance. Mais parmi les survivants, une impression persistait. Ceux qui avaient vécu la nuit de Noël disparaissaient plus vite que les autres. Dans certaines tranchées, on commença à chuchoter, à éviter les noms, à détourner le regard lorsqu'un ancien de la trêve quittait l'abri pour une mission, comme si le souvenir lui-même attirait la mort. La souffrance n'était pas seulement physique, elle était intérieure. Les nuits devinrent plus dures que les combats. Les rêves se peuplèrent de chants de Noël mêlés aux explosions. Les visages ennemis apparaissaient sans haine, presque familiers, rendant le réveil encore plus violent. Certains soldats se réveillaient en sursaut, persuadés d'avoir entendu à nouveau ces voix dans le No Man's Land. D'autres sombrèrent dans un mutisme total. La guerre exigeait l'oubli, mais leur esprit refusait d'obéir. Pour tenter de survivre, certains durcirent leur comportement. Ils tiraient sans viser. Ils devenaient plus agressifs, plus violents, comme pour effacer toute trace de faiblesse. D'autres, au contraire, se laissèrent glisser dans une résignation silencieuse. Ils obéissaient, avançaient. « Attendez !» Et beaucoup moururent ainsi, sans résistance, quelques jours seulement après cette nuit où ils avaient cru, l'espace d'un instant, que la guerre pouvait s'arrêter. Des hommes qui avaient changé une poignée de main furent tués par des éclats d'obus. D'autres tombèrent face à des unités ennemies renouvelées qui ignoraient tout de la trêve. La guerre avait repris son rythme normal. Implacable, indifférente. Pour les états-majors, ces morts n'avaient rien d'exceptionnel. Elles se fondaient dans les statistiques quotidiennes, des chiffres, des lignes sur du papier. Mais pour ceux qui restaient, une certitude s'imposait peu à peu. La nuit de Noël n'avait pas sauvé ces hommes.
Elle les avait condamnés à mourir autrement. Car mourir après avoir reconnu l'humanité de l'ennemi était une épreuve que la guerre ne pardonnait pas. Et pour beaucoup de ceux qui avaient survécu à cette nuit silencieuse, la fin arriva rapidement, comme si le front lui-même avait décidé d'effacer ceux qui avaient osé croire, ne serait-ce qu'une seule nuit que la guerre pouvait s'arrêter. Avec les années, la nuit de Noël 1914 glissa lentement hors de la mémoire collective officielle. Elle ne fut jamais totalement niée, mais jamais pleinement reconnue non plus. Elle resta coincée dans une zone trouble, inconfortable, entre ce que l'on sait et ce que l'on préfère oublier. Dans les livres d'histoire, elle occupa quelques lignes, parfois un paragraphe, souvent une simple note de bas de page. On parla d'un moment symbolique, d'un geste naïf, d'une parenthèse sans réelle portée. Mais cette simplification masquait une vérité bien plus dérangeante. Car cette nuit-là, sans ordre, sans traité et sans médiation politique, des hommes avaient incessé de se battre. Ils avaient désobéi à la logique même de la guerre, non pas par révolte, mais par reconnaissance mutuelle. Et cela était inacceptable. Reconnaître pleinement la trêve de Noël aurait signifié admettre que la guerre ne reposait pas uniquement sur une nécessité stratégique, mais sur une construction fragile, maintenue par l'obéissance, la peur et la déshumanisation. Alors la mémoire fut soigneusement contrôlée. Les témoignages furent dispersés, les récits fragmentés. Les survivants réduits au silence, parfois volontairement, parfois par la mort. Ceux qui tentèrent de raconter plus tard furent accueillis avec scepticisme. On mit en doute leur lucidité. On parla de confusion, de fatigue, de souvenirs altérés par le traumatisme. Peu à peu, la trêve de Noël devint une histoire que l'on racontait à voix basse, une légende de guerre. Un mythe rassurant, car présenté comme unique et impossible à reproduire. Pourtant, les archives militaires, les lettres censurées, les journaux intimes retrouvés racontent tous la même chose. Des chants, des échanges. Des hommes sortant des tranchées sans armes, avançant dans le no man's land avec une prudence mêlée d'espoir. Mais ces documents racontent aussi ce qui suivit. Le retour immédiat de la violence, les ordres plus durs, les attaques plus meurtrières, car la guerre ne pouvait tolérer cette fissure. Pour beaucoup de ceux qui avaient vécu cette nuit, l'avenir fut brutalement écourté. Ils ne survécurent pas assez longtemps pour transmettre leur version des faits. Ils ne virent jamais la fin du conflit. Ils ne purent jamais expliquer ce qu'ils avaient ressenti en regardant l'ennemi comme un homme, et non comme une cible. La majorité mourut peu après. Quelques jours, parfois quelques semaines. Le hasard, officiellement. La fatalité du front, selon les rapports. Mais dans les lettres laissées derrière eux, dans les silences inexplicables, dans les unités décimées, une autre lecture demeure possible. Comme si cette nuit avait marqué ces témoins d'un signe invisible. Comme si la guerre avait exigé une compensation. Comme si ce moment d'humanité devait être payé. Aujourd'hui encore, cette nuit dérange. Elle rappelle que même dans les pires conditions, les hommes peuvent choisir autrement. Qu'un ordre n'est pas toujours plus fort qu'une conscience. Et que la guerre, même pour continuer, a besoin que l'ennemi reste abstrait, lointain, inhumain. La trêve de Noël 1914 prouve l'inverse. Elle montre que la guerre aurait pu s'arrêter. Pas définitivement, pas partout, mais suffisamment pour révéler une vérité dangereuse. Et c'est précisément pour cela qu'elle fut étouffée. Car une guerre peut survivre à la défaite, mais pas à l'idée qu'elle était inutile. Cette nuit-là, les armes se turent. Les hommes parlèrent, se reconnurent, respirèrent, mais seulement pour une nuit. Et lorsque le jour se leva, la guerre reprit ses droits, plus violente encore, comme pour effacer toute trace de cette faille. Car ceux qui avaient survécu à cette nuit avaient vu quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir, la possibilité de la paix. Et pour beaucoup d'entre eux, cette révélation fut fatale.